Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous demanderons comment régler une dette fiscale avec une œuvre d'art. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Bred Banque Privée. Avant de finir avec Enjeu Patrimoine, la troisième partie de cette émission, où cette fois-ci nous reviendrons sur la situation du crédit immobilier. Les crédits immobiliers sont-ils toujours compliqués à faire évoluer et aboutir face au taux d'usure et à la remontée des taux pratiqués par les banques? C'est une question que nous poserons à Pierre Chapon, le cofondateur de Préto. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine comme toutes les semaines. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille? Alors il y a 3 mois, je vous parlais d'une histoire assez explosive. C'était celle de Jean-Luc Martinez, ancien président du musée du Louvre, qui a été mis en examen pour complicité d'escroquerie et blanchiment. C'était dans l'affaire de l'acquisition en 2016 d'une stèle royale égyptienne par le Louvre Abu Dhabi, soupçonné d'avoir été sorti illégalement d'Égypte. Eh bien, le quotidien de l'art fait le point aujourd'hui et nous rapporte comment a évolué cette enquête. Et alors, dites-nous, Sybille, comment a évolué cette enquête? Alors, le premier point qui risque de ne pas faciliter la chose, c'est que le juge qui est en charge de l'enquête, Jean-Michel Gentil, quitte son poste pour diriger l'inspection générale de la gendarmerie. Et donc, un nouveau magistrat instructeur doit reprendre ce dossier qui est faramineux. Deuxième point, pour l'instant, aucun élément d'intéressement financier n'a été trouvé à l'encontre de Jean-Luc Martinez. Et enfin, l'ancien président du Louvre a précisé qu'il n'a pas la responsabilité juridique de l'acquisition de la stèle. Celle-ci est du ressort exclusivement du musée d'Abu Dhabi et des Émirats. Quant aux juges et enquêteurs, eux, ils reprochent au Louvre d'avoir manqué de déceler des faux tampons apposés sur les documents d'exportation d'Égypte datés des années 70. Les doutes reposent surtout donc sur ces certificats de provenance qui pourraient avoir été falsifiés. En tout, ce sont 7 mises en examen qui ont été prononcées, qui dévoilent un réseau de trafic d'antiquités très large allant de New York à l'Égypte en passant par l'Allemagne, pouvant concerner plusieurs milliers d'œuvres d'art reposant dans des collections privées. Donc voilà, l'affaire n'est pas terminée. Et voilà, donc un feuilleton qui continue. Et il y a beaucoup de feuilletons dans le monde de l'art et notamment dans ce rendez-vous avec vous, Sybille. Alors on continue pour les actualités de cette semaine. Christie's propose une vente qui pourrait atteindre le milliard. Voilà, c'est à peine rentré. On a déjà le mot record à la bouche. La collection du cofondateur de Microsoft, Paul Allen, sera vendue au Rockefeller Center à New York en novembre 2022. Ce sont 150 œuvres et le résultat de ces ventes pourrait atteindre $1 milliard. Ce serait alors la vente la plus importante de l'histoire des ventes aux enchères publiques. Un produit qui ira intégralement à des œuvres philanthropiques. Et donc, cela va dépasser le record précédent. 922 millions de dollars ont été récoltés en 2021-2022 par la collection Maclo. Et cette vente avait été menée par Sotheby's. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve, Sybille, dans la collection Allen ? Alors on retrouve des œuvres qui ont vraiment marqué l'histoire de l'art, les plus grands noms, Botticelli, Canaletto, Bruegel, Cézanne, Gauguin, Seurat, Turner, Jasper Johns, etc. Depuis la cofondation de Microsoft en 1975, Paul Allen a été un important mécène du monde de l'art. Il a par exemple lancé sa première fondation caritative en 1986. Il a créé le Museum of Pop Culture en 2000 et puis l'Institut Allen en 2003. Et il est décédé en 2018. Et alors on continue les actualités donc, du monde de l'art cette semaine avec un voyage à Séoul, Sybille. Oui, aujourd'hui a lieu
pour la première fois Frieze Séoul. C'est donc la marque londonienne Frieze qui s'exporte pour la première fois en Asie et seront présentées 110 galeries avec une sélection dédiée aux artistes contemporains asiatiques, mais aussi des œuvres historiques de l'Asie. Des galeries internationales seront aussi présentes comme Gagosian, Hauser & Wirth, David Zwirner, Continua ou encore White Cube. Et puis même des galeries françaises comme Kamel Menour, Almoine Reich, Lelon ou Hayart. Cela permettra donc à Frieze de se différencier de la foire locale qui est très implantée, présente depuis plusieurs années, qui est la KIAF, Korean International Art Fair. Et alors, pourquoi avoir ciblé Séoul? Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet? Oui, alors là, il y a Art Basel qui s'est déjà développé, fait son extension à Hong Kong, puis désormais à Paris. Donc, Frieze Séoul est une réponse à l'élargissement de ce mastodonte qu'est Art Basel. Et puis, je pense que Frieze a voulu cibler un marché qui est en expansion avec une population au pouvoir d'achat assez élevé. Et par exemple, en 2021, la KIAF, donc cette foire en Corée, a connu une très belle année, 88 000 visiteurs, 7% de plus par rapport à 2019. Et en 5 jours, en 2021, les ventes ont atteint 65 milliards de won, c'est-à-dire 48 millions d'euros, soit 2 fois plus que juste avant la pandémie. Merci beaucoup Sybille Aoudjan, donc journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et nous avons le plaisir d'accueillir ensemble pour l'interview de l'art à la une Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Bred Banque Privée. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous allez nous expliquer ensemble un mécanisme qu'on n'a pas encore abordé dans cette émission et dans ce rendez-vous, c'est le fait qu'on peut régler certaines dettes fiscales, pas forcément toutes, vous allez nous l'expliquer, avec une œuvre d'art. Donc c'est possible aujourd'hui en France. Tout à fait, c'est possible. Alors après, c'est un mécanisme en effet peu connu et c'est bien dommage. Peu connu parce que bon, il y a une procédure assez longue et je vous expliquerai ça plus tard. Et c'est pas toujours évident de proposer une œuvre d'art en dation en paiement. Donc c'est la dation en paiement d'une dette fiscale. Donc la possibilité de régler certains impôts par la remise d'une œuvre d'art, donc un tableau, un dessin, une collection, à partir du moment où cela présente pour l'État un intérêt culturel, artistique. Et donc c'est pour quel type d'impôt justement? Alors donc c'est les droits de donation, les droits de succession, le droit de partage et l'impôt sur la fortune immobilière. Et ce mécanisme existe depuis début des années 70. D'accord. Ouais. C'est le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, qui a imaginé ce mécanisme. Et quelle était l'idée derrière? C'est parce qu'en fait, ça permettait de récupérer peut-être des œuvres d'art qui étaient dans des collections privées, de les refaire passer dans le domaine public, du coup? Tout à fait. Ça permet aussi de maintenir des grands chefs-d'œuvre français au sein du patrimoine français national et éviter du coup des ventes à l'étranger, que ce soit au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Asie ou peu importe. Et puis c'est aussi une facilité dans des successions peu liquides, notamment des successions d'artistes, comme vous savez, Picasso. Bien sûr, il y a beaucoup d'œuvres et le musée Picasso a été créé par des dations en paiement. Les héritiers et les donataires ont donné des œuvres, mais proposé en dation en paiement des œuvres pour payer notamment les droits de succession qui s'élevaient. Ce qui évite d'aller vendre les œuvres peut-être à l'étranger ou autre pour ensuite pouvoir payer ses impôts ou autres et de rester et de garder le patrimoine effectivement sur le sol français. Exactement. Et donc là, il n'est pas du tout question de régler son impôt sur le revenu ou encore une dette qu'on pourrait contracter autrement. Non, alors donc impôt sur le revenu, c'est pas possible. La TVA, par exemple, c'est pas possible. L'impôt sur les sociétés, parce que vous savez que les sociétés peuvent aussi avoir un patrimoine de Bien sûr, oui. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment 4 impôts: droit de succession, droit de donation, l'impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage. Et autre condition assez importante, l'œuvre doit appartenir à celui qui demande la dation en paiement. Donc celui qui est imposé du coup. Celui qui est imposé. D'accord, ouais, c'est ça. Fait. Il ne peut pas avoir un don pour ensuite faire une dation, par exemple, pour régler ses impôts. Non, c'est vraiment, il faut qu'il soit plein propriétaire. Donc du coup, s'il est en indivision, c'est pas possible. Sauf si l'ensemble des indivisaires proposent une dation en paiement, parce que l'ensemble des indivisaires sont redevables d'un impôt, notamment les droits de succession. Si l'œuvre est détenue via une société, même si le contribuable détient 100% de la société, ce n'est pas possible, parce que c'est une personne morale distincte. Elle est propriétaire du coup du patrimoine. Et pareil, en copropriété, ce n'est pas possible. Et on parle de quel type d'œuvre d'art, par exemple? C'est très varié, ça peut être des tableaux, des sculptures. Il n'y a pas une définition spécifique propre? Alors, il y a un article du CGI, donc 1716, si je ne me trompe pas, du CGI qui détaille. L'importance, c'est pas tant la nature de l'œuvre, c'est qu'elle présente vraiment un caractère culturel et artistique intéressant pour l'État.
C'est là où, dans la procédure, vous allez rentrer dans une sorte de bataille, la finance contre la culture. Ça peut être un peu subjectif, cette idée d'importance nationale. C'est là où c'est difficile, en effet, c'est là où c'est très difficile, parce que vous allez avoir la culture qui, elle, va se battre pour accepter la datation en paiement, en disant non mais cette œuvre, on la veut absolument, notamment le musée d'Orsay est intéressé, tel autre musée est intéressé, et puis ça permet donc du coup de maintenir cette œuvre sur les territoires nationaux. Puis il va y avoir les finances qui va dire bon, on a un déficit assez élevé, on a besoin d'argent, D'accord, on ne fait pas datation en paiement, on peut faire du cash, parce que c'est ça le sujet principal, c'est que vous payez vos dettes, non pas en numéraire. Oui, vous sortez pas d'argent, bien sûr. Vous sortez pas d'argent. Oui, bien sûr. Vous remettez des œuvres d'art. Donc, du coup, vous allez avoir une bataille entre les deux. Donc, il y a toute une commission interministérielle qui se réunit, donc, qui regarde l'œuvre, la nature de l'œuvre, surtout la valeur, parce que ça aussi, c'est un point assez important de la datation en paiement, c'est que lorsque le contribuable fait une offre de datation en paiement, donc il va donner la nature de l'œuvre, un descriptif, des justificatifs de propriété, ça aussi c'est important, et une valeur. D'accord. Et c'est lui qui la décide? Non, c'est un expert quand même qui décide la valeur. C'est vraiment un expert de l'art qui va fournir une valeur. Donc forcément, le contribuable a tout intérêt à mettre une valeur élevée pour dire, sûr, vous avez vu, ça va couvrir tous mes droits de succession. Et peut-être pour l'année prochaine aussi. Quand même pas. On va au moins régler tous les droits de succession. Et c'est là où donc, cette commission va aussi regarder donc, la valeur libératoire, en plus de la qualité de l'œuvre, etc. Parce que si les musées disent, cette œuvre m'intéresse, mais en termes d'assurance, de restauration, c'est un coût, un budget important, ils peuvent renoncer, parce qu'il faut savoir que les musées n'ont pas non plus énormément de budget, ils vivent beaucoup de mécénat. Donc ils se battent pour certaines œuvres, mais pas non plus à n'importe quel prix. Alors si on revient depuis le début, là, j'ai besoin de régler cette dette, comment est-ce que je formule ma demande et que faire en premier? Est-ce qu'il faut d'abord que j'aille voir un expert, peut-être à Samanté, qui va me donner la valeur de l'œuvre et après venir présenter cette œuvre avec déjà un montant que j'aurais estimé, ou il faut peut-être faire l'inverse? Parce qu'en effet, le risque, c'est que la datation en paiement, elle n'est pas de plein droit. L'État peut vous refuser. D'accord. Oui. Donc, il faut vraiment être sûr. Même si on coche toutes les cases et qu'on a le ministère de la Culture qui dit cette œuvre m'intéresse et qu'on a une œuvre d'art qui est considérée comme une réelle œuvre d'art par tous les éléments de la chaîne. C'est le ministère du Budget qui a le pouvoir. D'accord, c'est lui qui peut dire non. Et donc, ce qui est recommandé de faire lorsqu'on veut se lancer dans une datation en paiement, c'est d'aller un peu requérir des avis auprès de conservateurs de musées, auprès d'experts, tant sur la valeur, mais également sur l'intérêt artistique, culturel, historique, pour cocher les cases. Et quand on est vraiment accompagné par des experts qui vous disent, à mon avis, cette œuvre va vraiment aboutir, là, on présente une datation. Donc, on va tout simplement à 60 des impôts, auxquels on est redevable des droits de succession, droits de donation, impôts sur la fortune immobilière. On remet sur papier libre une description de l'œuvre, la valeur, les justificatifs de propriété, d'origine, etc. Et ensuite, cette datation, cette proposition est analysée par la direction des finances. Donc, elle va regarder un autre sujet important, si le contribuable en question est en règle au niveau fiscal. D'accord. Parce qu'en effet, si vous n'avez pas rempli un certain nombre d'obligations fiscales, la datation en paiement peut être refusée dès cette étape. Là où on peut avoir une difficulté, c'est notamment dans des sections d'artistes ou autres, il peut y avoir des œuvres qui ont été transmises du vivant, mais non déclarées. Et dans l'offre de la datation en paiement, vous devez notamment présenter l'origine, la nature de la transmission, la valeur et surtout les droits de mutation que vous avez payés. Et là, parfois, ça peut coincer en disant faut être en règle vraiment partout. Mon père me l'a donné, mais on n'a pas fait de déclaration, je n'ai pas payé de droit de donation. Là, ça peut déjà commencer à coincer. Ça, lorsqu'on fait une datation en paiement, c'est génial pour payer ses impôts. Non, mais c'est important à préciser, parce que si on a une œuvre d'art qui vaut, je ne sais pas, 1 million d'euros, mais qu'en fait on a un problème de 1 000 euros avec la Direction générale des finances publiques, ça peut bloquer dès l'analyse du dossier. Ça peut bloquer. Alors après, ce qui est important, c'est qu'il y a un montant pour formuler une datation en paiement. Le montant de l'impôt ne doit pas être inférieur à 10 000 euros. D'accord. Donc soit l'IFI, droit de succession, droit de donation. Ça peut bloquer. Alors la doctrine estime que lorsque le litige fiscal est très ancien, ça pourrait passer. D'accord. Mais bon, ancien, on ne sait pas combien d'années. Et autre sujet important que je n'ai pas dit, lorsque vous présentez une œuvre en datation en paiement, si c'est une œuvre que vous avez dans votre propre patrimoine et non issue de la succession pour laquelle vous avez réglé les droits, cette œuvre doit être dans votre patrimoine depuis au moins 5 ans.
Si elle a moins de 5 ans, ce n'est pas possible. Si cette œuvre a déjà fait l'objet de 2 propositions de dation et 2 refus, vous ne pouvez pas de nouveau la proposer. C'est-à-dire, une année, vous la proposez pour la donation, on vous dit non. L'année d'après, pour les droits de succession, on vous dit non, puis vous la présentez la 3e année pour l'IFI. Ça passera pas. Ça ne passera pas. Et ce, même si le gouvernement a changé et que mécaniquement, le ministère de la Culture pourra avoir une vision différente sur... Non, il y a vraiment des règles assez strictes sur ça. Alors, une petite question là-dessus, parce qu'on parle d'œuvres d'art, donc là, on part tous du principe que le ministère de la Culture ou le ministère des Finances ou de l'économie ou du budget sont d'accord sur le fait que l'objet proposé est une œuvre d'art. Est-ce qu'il y a parfois des litiges sur la nature même de l'œuvre en considérant que, oui, en fait, ça a beau être considéré comme une œuvre d'art par certains experts, ça n'intéresse pas le ministère de la Culture, même si la valeur pourrait être élevée et pourrait régler un certain nombre d'impôts? Oui, on peut avoir un refus d'agrément, tout simplement. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait un musée qui puisse l'accueillir. Par exemple, l'État ne peut pas seulement dire on va le mettre dans nos réserves et pas la proposer au public. Non, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt artistique, culturel, historique. Donc, il peut avoir, à l'issue de cette commission interministérielle, ils peuvent tout simplement dire non, ce type d'œuvre, on en a déjà beaucoup. Donc oui, même si elle a une valeur très forte, on en a déjà beaucoup. On n'a pas forcément besoin, non, on a déjà vu, ça, on en a déjà suffisamment. Donc là, on peut arriver du coup à un refus d'agrément. Autre sujet, si la valeur est supérieure aux impôts dont on souhaite régler, bien sûr. On ne vous donne pas la différence. Hein. Et c'est pour ça que je parlais de l'année d'après. Ça ne peut pas être redistribué sur l'année d'après. Non, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie, ça va être la dation en paiement pour régler les droits de succession notamment. Le reliquat, vous faites une libéralité à l'État. Donc vous n'avez pas, on va pas vous faites un cadeau à l'État finalement. Exactement. Et en revanche, oui, donc il faut bien calculer. Oui. Il faut bien calculer. En revanche, si la valeur est inférieure, vous devez régler le complément en numéraire, en virement, etc. Et c'est là où parfois, au cours des échanges entre l'administration fiscale et le contribuable, le sujet de la valeur va être assez important. Et enfin, phase finale, si on arrive à un refus d'agrément malheureusement, la valeur libératoire qui a été proposée dans la dation en paiement, c'est ce qui sera retenu notamment pour les droits de succession. Donc, il faut vraiment être sûr de soi. Sûr de ça soi, peut être d'accord. double peine si on refuse votre œuvre. Et puis, en plus, vu la valeur que vous avez obtenue grâce à une expertise, vraiment par un professionnel de l'art, etc., on va peut-être rehausser les droits de succession. Oui, d'accord, parce qu'en fait, maintenant, on sait ce dont vous allez hériter de manière beaucoup plus précise. Moralité, faites-vous accompagner quand vous commencez à rentrer dans ce genre de sujet. Merci beaucoup, Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Bred Banque Privée. Merci, Sybille Aoudjan, également journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la situation du crédit immobilier en France, un sujet que nous traitons régulièrement dans Smart Patrimoine avec notamment l'alerte qui était donnée par un certain nombre d'acteurs du secteur de l'immobilier avant les vacances d'été sur notamment la hausse des taux immobiliers pratiqués par les banques, bloqués par un taux d'usure qui lui n'augmente pas aussi vite. Alors qu'en est-il en septembre, qu'en est-il d'ici la fin de l'année? C'est une question que nous avons voulu poser à Pierre Chapot, le cofondateur de Préto. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, donc cofondateur de Préto, je le disais, Préto qui est un courtier en ligne. Vous suivez, j'imagine, mécaniquement les avancées des dossiers en matière de crédit immobilier, les avancées sur le sujet du taux d'usure. Est-ce que la situation peut être décrite par certains acteurs immobiliers comme alarmiste aujourd'hui, comme avec des dossiers qui ne passeraient plus à cause du taux d'usure ou parce que les taux auraient remonté trop rapidement? Comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez continuer à travailler tout simplement? Alors, il y a clairement une situation de blocage. Hein. On a nous-mêmes alerté avant l'été sur ce sujet-là. On a parlé d'un phénomène d'éviction. On y reviendra sans doute plus en détail. Après, l'ampleur de cette éviction, c'est ça la vraie question. On entend dernièrement un chiffre de 1 sur 2, un dossier sur 2 qui serait rendu impossible uniquement à cause du taux d'usure. Oui. On trouve cette estimation assez exagérée. Nous, on avait chiffré en juin à 5 à 10% des dossiers qui sont vraiment rendus impossibles uniquement à cause du taux d'usure, sachant qu'il y a d'autres raisons de refus. Il y a aussi les histoires de taux d'endettement et tout qui peuvent représenter aussi des refus. Donc voilà. 5 à 10% des dossiers, alors pas forcément dans le cas de Préto, mais 5 à 10% des dossiers envoyés en banque. Donc après une première sélection faite par les courtiers ou au global? Non, au global. Alors notre méthodologie, nous, c'est pour essayer de ne pas justement avoir ce biais qui est lié à la sélection que peut être faite par les
courtiers. Cette Oui, sélection peut être variable. Quand un courtier il a beaucoup de demandes, il prend que les bons dossiers. S'il a un peu moins de demandes, il va tenter un petit peu plus. Donc finalement, le taux de refus, s'il est après la prise en charge par le courtier, il n'a pas une valeur analytique très très forte. Bien sûr. Nous, à chaque fois qu'on fait des analyses, on regarde finalement la typologie des emprunts qui ont été faits sur une certaine période. Donc là, on a regardé 2021 et on s'est dit, avec les nouvelles conditions de marché, donc des taux plus hauts, un taux d'usure qui est ce qu'il est. Bien sûr, 2,57 pour les plus de 20 ans aujourd'hui, c'est ça, Enfin, pour les crédits dont les durées sont supérieures à 20 ans. Voilà, la question qu'on s'est posée, c'est quelle est la part des dossiers qui passaient dans les conditions de 2021, qui ne passeraient plus maintenant. D'accord. Chiffrer cette éviction-là. Et c'est ça qui nous avait amené à entre 5 et 10% fin juin. D'accord. La situation cet été, elle s'est un petit peu empirée. On n'a pas refait l'analyse, mais elle s'est un petit peu empirée. Mais on est quand même assez loin du 1 sur 2. Néanmoins, 5 à 10%, c'est significatif et surtout, c'est inégalitaire. Ce qu'on observe, c'est que le phénomène d'éviction, il est bien plus accentué pour les revenus modestes qui étaient solvables en 2021 que pour les ménages aisés. Oui, parce que en fait, si on parle du taux d'usure, c'est parce qu'en fait, on est face à une remontée des taux pratiqués sur les crédits immobiliers par les banques. Et donc, en fait, il n'y a pas qu'une question de savoir si ça passe ou si ça passe pas, parce que bon, si ça passe pas le taux d'usure, c'est sorti mécaniquement. Ouais. Mais même en dessous, ça veut dire que notre crédit va nous coûter plus cher. Donc, qu'il faut être capable d'avoir cette capacité d'endettement ou l'apport en plus qui va permettre de faire passer le dossier. Et c'est là aussi, on peut avoir des dossiers qui mécaniquement n'iront pas jusqu'au bout. Tout à fait. Il y a aussi ce phénomène-là. Et d'ailleurs, en proportion, il est un petit peu plus important, selon nos estimations, que les blocages liés au taux d'usure. Mais ce phénomène, il est finalement assez sain, parce que les cycles économiques correspondent à des périodes où les taux sont plus bas, une inflation qui arrive, les taux remontent, et derrière, dans un marché immobilier, ça vient jouer sur les prix. Donc, nous, ce à quoi on s'attend, c'est quand le crédit est en train de se renchérir, les budgets sont un petit peu plus sous tension. À un moment, la hausse des prix va se tasser dans des zones tendues. Il peut même y avoir certaines baisses. Et finalement, ça aussi, ça va resolvabiliser une partie de la demande. Et ça, c'est la vie normale d'un marché immobilier. Donc, je vous repose ma question initiale. Vous pouvez continuer à travailler en septembre, en octobre, en novembre avec les conditions actuelles, parce qu'on n'a pas parlé des normes HCSF, mais qui est aussi quelque chose, effectivement, qui encadre le niveau d'endettement qu'on peut avoir tout simplement quand on veut réaliser un projet immobilier. Donc, vous avez quand même suffisamment... Enfin, les conditions ne sont pas encore trop drastiques pour sortir trop de monde du marché ou Alors, en fait... Cet été, c'était vraiment, je pense, le pic du blocage. D'accord. À partir de septembre et octobre, il y a des signes encourageants. Les taux de marché et liés un peu à l'inflation qui se tasse un petit peu aussi, se sont stabilisés. Et en octobre, même sans changement du mode de calcul, le taux d'usure augmentera un petit peu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on ne sait pas de combien, mais mécaniquement, il augmentera. Oui. Mécaniquement, il augmentera. Et là, les premiers signes d'augmentation des taux à la rentrée sont assez modérés. Donc, on anticipe sur le fait que le blocage il va s'atténuer un petit peu en octobre. Donc, oui, il va y avoir un petit peu d'air sur le marché. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les emprunteurs qui savent bien valider leur capacité de financement. Parce que, comme je disais, il y a une petite anxiété peut-être des vendeurs et donc une possibilité de négocier les prix. Bien sûr. Donc, là... les quelques mois qui s'annoncent, ça peut être aussi des opportunités pour les acheteurs bien solvables. L'autre point, c'est aussi les banques enrichissent un petit peu leur offre, notamment avec des taux révisables, ce qui permet aussi d'ajouter de la flexibilité, parce qu'un taux révisable, on part d'un taux un petit peu plus bas. Il peut être capé, donc l'ampleur de l'augmentation potentielle du taux, elle peut être quand même raisonnable. Et ça, c'est un bon outil aussi. Donc des taux qu'on réviserait à la hausse, c'est ça ? Non, à la baisse ? Alors en fait, le taux révisable, c'est, prenons un exemple, un taux classique actuellement sur 25 ans, ça peut être 1,9 ou 2%, donc en fixe sur 25 ans. Un taux révisable, on peut emprunter à 1,65, c'est-à-dire on démarre de plus bas, mais on prend le risque en tant qu'emprunteur de voir le taux augmenter annuellement en fonction de, en général c'est calé sur l'Euribor, donc des taux de marché. Mais du coup, donc on fait en sorte que ça passe en fait, ça passe entre le taux d'endettement et le taux d'usure. Exactement. Mais on prend l'engagement peut-être plus tard de voir son taux réévalué. Mais donc ça en fait c'est le retour des taux variables quelque part. C'est le retour des taux variables. On voit actuellement le retour des taux variables. Après en France, les taux variables sont assez encadrés et les produits qui sont distribués en grande majorité sont des taux variables capés. Donc par exemple
exemple, si on reprend mon exemple, on part à 1,65 et on sait qu'on n'ira jamais au-delà de 2,65, ce qui, dans un contexte où l'inflation elle est à 6%, reste un taux d'intérêt réel négatif. Et si on prend vachement de recul, ça reste des taux immobiliers attractif. Et alors là, quand on est emprunteur, on est obligé d'accepter ça aujourd'hui pour avoir un crédit? Non, on n'en est pas encore là, mais... On n'en est pas encore là, c'est plutôt... c'est une possibilité, quand on a une petite problématique de taux d'usure, c'est une possibilité qui est offerte aux emprunteurs. Et je précise un point, c'est que ça peut être pour une partie de l'emprunt. On peut très bien avoir une ligne à taux fixe. D'accord. Et une Celle ligne... qui passe, entre guillemets. Ouais, et oui. une ligne à taux variable capée, ce qui permet de faire passer le projet. Et si c'est l'opportunité d'acheter un bien en ayant bien négocié et de devenir propriétaire, plutôt que de rester locataire avec l'inflation qui va impacter le loyer à la hausse, ça reste une très bonne chose dans la situation actuelle. Oui, parce qu'il faut aussi effectivement mettre ça en regard de l'inflation. Quand on a un taux à 3%, mais que l'inflation est à 5%, mécaniquement, ça nous coûte finalement pas si cher au regard de l'inflation. Mais encore faut-il être capable de payer tous les mois le remboursement en question. Si je comprends bien ce que vous nous avez dit, on a eu une surchauffe finalement un peu avant l'été et pendant l'été en termes de taux. Là, vous ne vous attendez pas à ce que cette surchauffe continue, mais au contraire, on serait plus vers une stabilisation d'ici la fin de l'année des taux existants. On n'a pas de boule de cristal, mais on comprend que c'est peut-être un peu la tendance à court terme. Je dirais pas ça. Non, il y a quand même des signes que... ça va continuer à progresser. Ça va continuer à progresser, mais à un rythme à peu près le même. D'accord. Donc toujours dans la surchauffe, c'est juste que... Une augmentation ouais. qui continue d'être importante, oui, tout à fait. Là, on a pris en gros depuis le début de l'année 0,1 par mois. C'est à peu près ce qu'on observe là, même s'il y a des différences entre banques. Il y a des banques qui choisissent de ne pas augmenter, par exemple, en septembre. Et donc, le point positif, c'est pas tellement que la hausse va s'arrêter, c'est que entre l'augmentation du taux d'usure et les possibilités offertes avec les taux révisables, ça peut rendre un peu plus de projets faisables. Alors, vous avez évoqué en début d'émission ce sujet d'éviction. Est-ce qu'on entend certains courtiers dire qu'ils ne peuvent plus travailler ou moins travailler, ou que l'effet sur les volumes est trop important? Comment est-ce que vous voyez d'un point de vue activité préto, activité courtier, du coup, cette fin d'année? Alors, on a eu clairement un été assez difficile avec quelque chose de paradoxal, de la demande, mais de la demande dont on sait qu'on ne peut pas la servir. Donc, bien sûr, on a été un petit peu ralenti cet été. Sur la deuxième partie de l'année, on pense qu'on sera clairement plus lent que la dernière partie de 2021. Ce n'est pas une aussi belle année, mais on pense que ça va plutôt être une tendance positive à partir de maintenant. D'accord. Donc, il y a encore des gens quand même qui cherchent à effectuer des crédits immobiliers malgré ce qu'on peut entendre. Tout à fait. Et je pense que c'est un bon conseil dans le contexte actuel de devenir propriétaire, de s'endetter à des taux largement en dessous de l'inflation pour acheter de l'immobilier français. Oui, c'est une bonne chose pour le patrimoine des ménages. Et si j'entends ce que vous nous avez dit, d'en profiter pour négocier peut-être encore un peu plus son bien immobilier si on en a la possibilité. Tout à fait, parce que ce qui est clair, et les vendeurs commencent à le voir, c'est que les taux vont continuer à augmenter, les prix vont se calmer, ça met du temps. Donc un vendeur à qui on fait une offre sérieuse en financement un petit peu en dessous du prix, on peut lui expliquer que vaut mieux vendre maintenant que d'attendre 3 mois parce que le marché aura peut-être baissé encore un petit peu. Merci beaucoup Pierre Chapon. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Préto. Merci d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous donc lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.